pour vos témoins. Et maintenant, nous avons les questions avec les membres du comité, commençant with Senator Couture and followed by Sénateur Couture, vous commencez. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci aux témoins pour leur témoignage. À certaines reprises, je voudrais vraiment votre opinion là-dessus. Certains témoins ont discuté de leurs préoccupations par rapport à l'âge de travail. Qu'on limite ces prestations à des gens qui sont en âge de travailler. Est-ce que, selon vous, cela a du sens ou est-ce qu'on devrait changer cette phrase? Vous devez répondre. Ms. Durand-Lowe? Oui, bien en fait, je pense que c'est... en fait, il faut aussi commencer à quelque part. Je pense que c'est... en âge de travailler, c'est un bon début. Donc, on pense que ça peut être un bon départ pour débuter. Prévost? Monsieur Prévost? Ben, moi, ce que je dirais, c'est que, évidemment, que l'âge de 65 ans, c'est une donnée qui est connue dans plusieurs programmes. À cet âge, habituellement, on devient accessible à la PSV ou SRG. Alors, ça pose la question de la coordination avec ces autres programmes. Maintenant, est-ce que on pourrait définir des paramètres qui feraient en sorte que le revenu serait continu, sans pénalité pour les personnes en situation de handicap? Mais je vous dis ça sans avoir consulté, évidemment, nos membres, bien sûr. You've got about another minute. Il vous reste environ une minute, Sénateur Couture. Comme personne handicapée, je pourrais vous dire qu'arrêté à 65 ans, nous, on continue à avoir les mêmes frais pareils. On a quand même des surcoûts parce qu'on est handicapé et on nous enlève tous les programmes. Oui. Ça serait bon qu'on nous sorte de la pauvreté, même après 65 ans. Merci, M. Lupien. Can we move on and then... Est-ce qu'on peut continuer et ensuite on va revenir pour une deuxième ronde? Sénatrice McFedron. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Ce sont des points de vue très intéressants. Ce qui m'intéresse, c'est votre raisonnement, parce que vous dites qu'il ne devrait pas y avoir de changement à ce point-ci dans le projet de loi. En particulier, je suis certaine que vous êtes au courant du fait qu'il n'y a pas de montant. Et cette prestation n'a pas de montant. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui verrait une prestation pour vivre avec suffisamment d'argent. Ça peut être même $1. Alors, pourquoi est-ce que vous croyez en ce processus quand il y a tant de lacunes dans le projet de loi encore? Who would like to respond? Qui voudrait répondre? Monsieur Prévost? Bon, écoutez, c'est sûr que comme on est devant un projet de loi cadre, puis il y a toute la question aussi de la durée de la législature. Donc, on a intérêt, je pense, à aller le plus rapidement possible pour être en mesure de travailler la réglementation. Et à ce niveau-là, ben, il faut avoir la foi que tout le monde fait preuve de bonne volonté pour aller vers une prestation réelle qui va être évidemment arrimée en coordination parfaite avec ce qui se passe dans les provinces, dans les territoires. Écoutez, autrement, on n'a pas la foi, on n'y croit pas, on n'y arrive pas, on n'aura pas de loi cadre, puis encore moins de règlement. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Alors, nous, on choisit la foi au Parlement, au Sénat, à nous tous. Voilà. Madame Durand-Lowe, avez-vous une... Oh, you're muted. Vous êtes en sourdine. Je ne m'habituerai jamais. Je vais laisser mon collègue Samuel Rago répondre à cette question-là. Écoutez, merci pour la question.
C'est une très bonne question. Et il y a beaucoup de questions sur les indicateurs aussi de pauvreté à utiliser. Nous, on a demandé à ce que ce soit la mesure du panier de consommation, qui est une mesure qui est régionalisée afin d'avoir une égalité réelle entre les régions du pays. On a peur, écoutez, on a juste peur que le Parlement soit prorogé, que le Parlement soit dissous, qu'on n'ait pas de prestations et que les personnes continuent à vivre dans la pauvreté ad vitam aeternam. C'est pas un projet de loi qui est parfait, c'est un projet de loi qui pourrait gagner, être bonifié certainement, mais c'est un projet de loi dont les gens ont besoin maintenant, demain matin, tout de suite, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans. On en a besoin tout de suite. On a des personnes qui vivent dans une extrême précarité, puis ces personnes-là ont besoin d'une aide. Et on s'attend à ce que ce soit extrêmement impopulaire de dire que le bénéfice serait de 1 $. Si c'est le cas, le gouvernement va nous avoir sur son chemin et on s'assurera de mettre une pression suffisante pour que ce soit une vraie prestation qui permette vraiment de sortir de la pauvreté. Merci beaucoup. Et maintenant, Senator Moody, followed by Sénateur Moody, sénatrice Petitclerc. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos témoins aussi pour leur contribution aujourd'hui très utile. J'aimerais parler de l'échéancier, justement, de cette prestation et donc les fonds qui seront versés. Vos organisations en mémoire conjoint, dans un mémoire conjoint, avaient recommandé un accès à la prestation pour les demandeurs de programmes provinciaux et territoriaux, de programmes de handicap, justement. Vous avez parlé du programme québécois. Pour nous donner un exemple, reconnaître qu'il y a des obstacles et que certains membres de la communauté des personnes de situation de handicap ne bénéficient pas présentement des programmes que vous avez mentionnés. Pourquoi pensez-vous que donc cette prestation devrait être mise en place de la sorte? Monsieur Rago et Monsieur Prévost, pourriez-vous répondre, s'il vous plaît? Merci pour votre question. Je pense que si on veut vraiment donner un accès, on peut le faire par étapes. Donc, une première étape peut être de donner un accès à la prestation canadienne aux personnes qui sont des prestataires, des personnes, des programmes provinciaux ou territoriaux. Mais ça ne devrait pas être la seule façon de le faire, évidemment. C'est juste que si on veut aller rapidement, donner rapidement un bénéfice à des gens qui en ont besoin maintenant, c'est un des gateways, une des façons vraiment d'y arriver. Mais ça ne devrait pas être la seule. Donc, c'est vraiment un pont, là, une porte qu'on peut ouvrir pour donner rapidement accès à un bénéfice. Mais évidemment, il y a d'autres personnes qui n'y ont pas accès. On le voit très bien au Québec, c'est extrêmement difficile d'avoir accès au programme de revenu de base. Donc, on a besoin d'avoir d'autres méthodes d'admission. Et en cela, la définition qui est dans le projet de loi, qui réfère à la loi canadienne sur l'accessibilité, est une bonne façon d'élargir l'admissibilité aux futurs bénéfices si la loi est adoptée. Monsieur Prévost. OK. En fait, moi, je dirais que dans le cas du Québec, le programme de revenu de base a débuté en janvier dernier. Évidemment que l'accessibilité n'est pas complète. Il y a des discussions là, pour améliorer l'accès au programme. Mais comme pour d'autres programmes, c'est toujours intéressant de partir de quelque part. Donc, peut-être qu'on devrait partir de ce qu'on connaît, de ce qui existe, puis travailler à l'améliorer. Parce que si on attend d'avoir la solution parfaite avant de démarrer, la législature sera terminée. Et comme disait mon collègue, on va se ramasser dans un délai de 5, 10, 15 ans. Puis c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix. Merci. Et sénatrice Petitclerc et puis sénatrice Poirier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais poser ma question, en fait, idéalement à tous les témoins, si on a le temps. Ma question est un petit peu aussi, et Monsieur Rago, en fait, vous nous l'avez dit très clairement, les besoins sont là, il y a urgence. Vous avez dit, on en a besoin maintenant, demain matin. Et donc, je pense que tout le monde, on sent cette urgence-là. Et ma question est de savoir si vous êtes confiant
à travers ce projet de loi-là, la ministre était ici et nous disait que les conversations, les discussions, les consultations sont déjà quand même assez avancées, sauf que le projet de loi tel qu'on le lit nous dit que, dans le fond, le processus réglementaire doit faire rapport. Donc, il y aura un rapport sur l'avancement du processus réglementaire à l'intérieur d'1 an. Donc, techniquement, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour avoir juste un rapport sur le processus réglementaire, ce qui me semble un petit peu long quand on parle d'urgence. Et donc, ma question est, est-ce que vous êtes confiant que ça va aller aussi vite qu'on le dit, malgré que le projet de loi ne le prescrit pas? Et peut-être, M. Rago, vous pouvez vous lancer si vous en avez envie. Certainement. Donc, merci pour votre question. C'est une bonne question. La seule chose qu'on a, c'est la confiance dans le gouvernement pour qu'il fasse la bonne chose. Cela dit, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu des consultations, notamment au niveau du plan d'action en matière de handicap au niveau fédéral. Et on a soulevé dans ce plan d'action-là un certain nombre d'orientations en termes de priorité de finances, de sécurité financière pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a déjà des éléments de réponse par rapport à ce qui devrait être fait. Il y a déjà des articles scientifiques qui sont sortis par des chercheurs, j'en fais partie, qui ont publié sur le projet de loi. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait optimal. Il y a beaucoup de discussions autour de quel indicateur est le meilleur. Donc, on a une confiance relative dans le fait que tant la communauté gouvernementale, la communauté des personnes en situation de handicap que la communauté des chercheurs et des chercheuses a commencé à réfléchir à ça et a fourni du contenu et réfléchi de façon très intense. Donc, on se dit, en dedans d'un an, c'est faisable. On n'a pas besoin de faire un règlement très compliqué. Honnêtement, ce qui me préoccupe plus, c'est peut-être plus la question des débats ou des négociations avec le Conseil du Trésor au fédéral. Ça va être une négociation politique qui va mener à probablement des concessions politiques au niveau de l'intérieur du cabinet, choses sur lesquelles nous, on n'a pas de contrôle, mais je pense qu'au niveau réglementaire, on est capable de le faire. Le politique appartient au politique, nous, on peut agir sur le réglementaire. Merci. Monsieur Lupien, avez-vous quelque chose à add? Non? OK. Non. Sénatrice Poirier? Merci, Madame la Présidente. Merci à vos 2 organisations d'être parmi nous aujourd'hui. Vos groupes et d'autres organisations ont envoyé un mémoire à Houma, à la Chambre des communes. Vous avez dit que les femmes en situation de handicap sont plus assujetties à des violences et donc il est essentiel que ces prestations soient individualisées pour que ces femmes ne dépendent pas financièrement d'un conjoint abusif. Cela permettrait à plus de femmes d'avoir accès donc à cette prestation et à renforcer leur identité, leur capacité financière. Monsieur Lupin, est-ce que vous pourriez confirmer cela? Et Monsieur Rago, comme vous avez rédigé ce document, est-ce que vous pourriez nous dire à quel point il est essentiel que la prestation canadienne soit individualisée? Ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est vrai que les personnes en situation de handicap vivent beaucoup plus de violence lorsqu'on dépend de notre conjoint pour le revenu. Et moi-même, qui a juste 900 par mois, je pourrais vous dire que oui, des fois, ma femme, elle dit hey, « c'est moi qui te fais vivre ». Et ça, on doit faire en sorte qu'on arrête ça. C'est important. Que ce soit homme ou femme, on vit de la violence. Et je pourrais vous dire que oui, les femmes vivent de la violence, mais dans le monde des personnes handicapées, les hommes aussi en vivent. Alors, je pense que c'est important qu'on y voit. Puis il faut, comme on disait tantôt, c'est qu'il faut que ça dépasse l'âge de 65 ans. Excusez-moi, mais à 65 ans, je vais demeurer quand même une personne handicapée avec un coût de la vie qui me coûte beaucoup plus cher qu'une personne non handicapée parce que j'ai toujours des dépenses qui sont reliées à mon handicap. Merci. Et M. Rago? Merci pour votre question. Donc oui, c'est encore quelque chose d'actualité, puis c'est quelque chose qui est absolument crucial. On sait que les personnes
les femmes, notamment en situation de handicap, vivent plus de violences conjugales, vivent plus de dépendance financière. On sait que les personnes qui ont des axes d'identité intersectionnels sont plus susceptibles de vivre cette violence-là. Donc, on sait qu'une des façons de sortir des personnes qui ont des axes d'identité multiples, qui sont à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression, c'est de leur donner une sécurité financière. Donc, pour une personne en situation de handicap, une femme en situation de handicap ou une femme de couleur en situation de handicap, donner une sécurité financière à cette personne-là est un des leviers pour prévenir certaines formes de violence. Ça ne va pas régler la situation de la violence en entier, évidemment, mais au moins, on va avoir un levier pour agir parmi d'autres leviers dans des plans d'action pour lutter à la violence fondée sur le genre. Donc, c'est important, c'est quelque chose qui est documenté, c'est quelque chose qui est la bonne chose à faire. C'est aussi une question vraiment de principes fondamentaux, de dignité. Et le Parlement, le Sénat, a une occasion exceptionnelle de faire la bonne chose en ce sens. Merci beaucoup. Sénateur Osler. Sénatrice Osler et la sénatrice Bernard ensuite, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup à tous les témoins. Monsieur Durand-Lot, Madame Durand-Lot, vous avez dit que le processus réglementaire sera inclusif. L'article 11.1 du projet de loi C-22 demande au ministre de donner aux personnes en situation de handicap des opportunités sans obstacle pour collaborer justement au développement de ces réglementations. Ma question s'adresse à tous les témoins. Comment est-ce que vous décririez ces opportunités sans obstacle, justement, de collaboration? Et comment décrire aussi un processus d'application inclusif? Il me dit pour l'interprète. Monsieur Rago. Monsieur Rago. Écoutez, c'est une bonne question. Il n'y a pas de recette magique pour une consultation qui va être inclusive. Par exemple, les personnes qu'on représente, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y a plusieurs niveaux de déficience intellectuelle. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle légère ne va pas avoir beaucoup de difficultés à suivre les discussions sur la pauvreté ou sur qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut habiter, comment est-ce qu'elle veut vivre. Une personne qui a une déficience intellectuelle sévère ou profonde, il va falloir peut-être que ce soit ses proches qui l'aident à comprendre ou à exprimer ses préférences et volontés. Donc, il y a des mesures qui existent là, pour soutenir les personnes. Ce qui est important, c'est de rendre facile les termes. Ce qui est important, c'est de rendre facile les concepts. Et c'est évidemment un enjeu important puisque des règlements, par définition, c'est quelque chose qui est complexe et quelque chose qui est souvent légal, mais il y a tout à fait moyen de trouver des façons d'amener ces questions-là fondamentales à un niveau très pratique pour les personnes, très ancrées dans leur quotidien. Par exemple, quand on dit à une personne quel devrait être le montant, on peut lui demander combien tu as besoin pour vivre dans la vie à Montréal, par exemple, ou à Québec. Il y a plein de stratégies qui existent. Le gouvernement fédéral a une expertise quand même dans ce domaine-là. On sait qu'il y a plus que 20 millions de dollars qui ont été budgétés dans le budget hier. Donc, on se dit, bon, ils ont des clés, ils ont une connaissance et une capacité à le faire. Et par ailleurs, l'autre point, c'est que les organisations fédérales de personnes en situation de handicap, dont par exemple nous, on est membre d'Inclusion Canada, sont amenées à participer à ces consultations. Donc, on peut voir par exemple des focus groups, des sondages, des entrevues individuelles sur les besoins des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été mené, c'est quelque chose qui continue d'être mené. Donc, on est quand même confiant qu'il y aura un certain reach, entre guillemets, qui va se faire. Ce ne sera peut-être pas parfait et on peut apprendre de ces consultations-là et je pense que le rapport, notamment au Parlement, est quelque chose qui peut être un bon levier pour comprendre ce qui a été fait puis améliorer les prochaines consultations.
Puis je pense aussi, pour ajouter, en fait, nous, nos regroupements au niveau provincial, en tout cas ceux avec qui on collabore au Québec, on a cet esprit-là aussi qui est vraiment incarné dans nos activités. En fait, on consulte de notre côté, on représente aussi je dirais des milliers de personnes. Donc, c'est important aussi de faire confiance aussi à nos mécanismes puis de nous appuyer également dans ces mécanismes-là pour que la communication soit la plus fluide, la plus inclusive possible, puis aussi qu'on puisse nous-mêmes questionner les personnes concernées sur la mise en place d'accommodements. Donc, on a cet esprit-là actuellement, donc le momentum est assez intéressant aussi en termes de synergie et de dynamique. Et puis pour la COFAN, la Confédération des personnes handicapées du Québec, nous, on compte quand même 45 membres qui sont régionaux et nationaux de plusieurs types de handicaps, autant des non-voyants, des personnes sourdes, les personnes qui font la sclérose en plaques, qui ont des problèmes de sensibilité chimique multiple, etc. Donc, c'est certain que en faisant affaire, entre autres, avec nous, puis nos collègues comme le SQDI et les autres partenaires, on est en mesure de vous donner un coup de main ou donner un coup de main au gouvernement fédéral par rapport à ces éléments-là qui pourraient contribuer à arriver rapidement là, à une réglementation qui pourrait effectivement précipiter une prestation rapide. C'est ce qu'on souhaite. Monsieur Lupien, avez-vous quelque chose? OK. Non, mon collègue a tout dit. OK. Merci. Merci. One question. I did see flash up on the screen. Someone comment. Quelqu'un a fait un commentaire dans le chat. Est-ce que ces commentaires vont être capturés dans le témoignage? Je vais demander à notre greffière de répondre. Non, ça, c'était des commentaires du premier panel. D'accord, merci. Sénatrice Bernard, avez-vous une question? Merci à tous les témoins qui sont ici. J'aimerais parler du revenu de base au Québec. Une de mes questions serait la suivante. Est-ce que c'est assez élevé pour sortir les gens de la pauvreté? Et pour les gens en situation de handicap qui peuvent se qualifier pour ce revenu, est-ce qu'il tient compte des coûts cachés qu'on a entendus? D'autres témoins en ont parlé, justement. Who would like to... Qui voudrait commencer? Je peux répondre, Madame la Présidente. Donc, le programme de revenu de base est un programme qui est destiné à des personnes qui ont des incapacités au niveau de la participation au marché du travail à très long terme. On parle de 5 ans et demi dans les 6 dernières années à être sur un programme de solidarité sociale. Non, le programme de revenu de base ne permet pas de sortir de la pauvreté, malheureusement. Presque, mais pas encore. En ce qui concerne les coûts liés au handicap, certains coûts sont capturés sous la forme de prestations additionnelles, mais pas tous les coûts. Donc, certains coûts peuvent exister et ne pas être pris en charge par ces prestations exceptionnelles. Donc, c'est un programme qui est... on est content qu'il existe, mais il y a clairement une marge à l'amélioration et clairement, un bénéfice fédéral viendrait rehausser la qualité de vie des personnes qui en sont prestataires et pourrait aider à ce qu'elles aient une qualité de vie et une sécurité financière beaucoup plus grande. Puis, moi, ce que je pourrais apporter, c'est que les personnes avec un handicap suite à un accident ou soit encore une personne avec la rente d'invalidité qui vit sur la rente d'invalidité, malheureusement, n'est pas inclus dans le programme présentement et on vit toujours sous le seuil de la pauvreté, vraiment. Alors, et en plus, rendu à 65 ans, bien, on nous coupe sur notre pension de vieillesse, donc automatiquement, on vit encore plus sous le seuil de la pauvreté. Donc, en étant une personne en situation de handicap, lorsqu'on va avec la rente d'invalidité, malheureusement, le gouvernement du Québec ne l'a pas couvert et on ne sait pas s'ils vont le couvrir un jour, mais pour l'instant,
on vit vraiment en dessous du seuil de pauvreté. Merci. Thank you so much. Merci vraiment à tous. Nous avons le temps pour une dernière question pendant une deuxième ronde. Si quelqu'un a d'autres questions à poser, Sénateur Fury? Merci d'être avec nous. Je vais retourner à la discussion sur le seuil de la pauvreté et l'utilisation de la mesure du panier d'épicerie. Des témoins dans la première ronde, dans la première session, ont dit que cette mesure n'est pas la meilleure mesure pour réduire la pauvreté chez les gens, surtout les gens qui vivent avec un handicap. J'aimerais poser la question à vous tous. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire là-dessus? Cette mesure du panier d'épicerie, se trouve dans le projet de loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas l'utiliser? Veuillez faire un commentaire. Monsieur Rago, vous êtes prête? Certainement, Madame la Présidente. Donc, je dirais que en matière d'équité régionale au Canada, dans le pays en entier, c'est la meilleure mesure qui existe. Pour une raison vraiment simple, la mesure du panier de consommation est mesurée en fonction des coûts locaux, notamment d'habitation, de nourriture, etc. Mais, et c'est important, il est vrai que la mesure du panier de consommation ne prend pas en considération les coûts additionnels liés au handicap. Ce qui a été proposé dans d'autres endroits, c'était de, par exemple, rajouter un buffer de 10 20 à la mesure du panier de consommation pour prendre en compte certains coûts liés au handicap. C'est très difficile de quantifier des coûts liés au handicap. Ça fait partie du plan d'action fédéral lié au handicap de quantifier ces coûts-là. On se dit que dans l'immédiat, on pourrait utiliser la mesure du panier de consommation, rajouter un supplément lié au handicap par-dessus. Et après, quand on aura plus d'informations et de statistiques, notamment, on pourrait avoir des mesures plus précises en termes de compensation de certains handicaps. Mais il est clair que la mesure du panier de consommation, pour viser une égalité réelle entre les régions, c'est un bon outil. Pour pallier au coût du handicap, c'est pas le bon outil. Donc, on peut faire un compromis en utilisant les deux un petit peu et arriver à une somme qui fonctionnera pour qu'une personne à Vancouver ne soit pas plus pauvre qu'une personne à Montréal, mais qui soit pas plus riche qu'une personne au Nouveau-Brunswick, par exemple. Quelqu'un d'autre? J'aimerais vous remercier sincèrement pour votre participation et vos contributions à notre examen du projet de loi C-20.